On va regarder ensemble, d'ailleurs, jusqu'à la fin, la suite. Qu'est-ce qui vous attend pour boucler notre voyage? D'abord, la question, on a une grande promotion qui a fait la majeure luxe et puis aussi les beautés cosmétiques. La question du luxe et de la renaissance. Encore une surprise après la poétesse, après le stand-upper, une autre surprise de nos étudiantes ont du talent. Et on va terminer sur l'employabilité. Ce n'est pas une faute d'orthographe, c'est un jeu de mots. Comment l'IA est au cœur de vos salaires, de vos prochains jobs, avec des grands spécialistes sur le sujet. Mais pour attaquer le luxe, il y a un jingle, mais il n'y a pas de blind test sur ce jingle, et on n'aura pas de questions sondage, mais on va tout de suite accueillir. Alors, heureusement que en régie, c'est scripté, c'est qu'il y a un blind test, et bravo Vincent. Ah ben évidemment, ce blind test, c'est une série que vous connaissez sans doute. Il faut deviner le titre de la série pour gagner un ouvrage. C'est parti, jingle, luxe et renaissance. Je sens qu'il y a des gagnants. Alors, je suis très heureux, voire ému, de recevoir Éric Brionne. Bonjour Éric. Bonjour Vincent, comme chaque année. Comme chaque année, Voilà. comme Gilles Babinet, tu fais partie des piliers de ce voyage. Tu es aujourd'hui DG du Journal du Luxe et j'invite toutes celles et ceux, on vous pousse dans le chat les différents liens vers le Journal du Luxe et le profil d'Éric. On va pas faire ton portrait, c'est toi qui vas le faire. Pourquoi je suis ému? 1997. 1997, je n'avais pas encore créé, je l'ai créé en 97-98, j'étais assistant pédagogique d'un MBA spécialisé. Et là, j'ai rencontré un étudiant. À toi, la suite. Et oui, je crois que je suis ton plus vieil étudiant, quelque C'est part. ça. Donc c'est ça ici. C'est ça. Oui, c'est dans une autre vie où tu m'as donné le virus de la curiosité digitale, de la veille stratégique. Et puis j'ai quitté... j'ai eu ce transfert magnifique chez Publicis pendant de nombreuses années où j'étais un peu gourou digital. Et très vite, le digital s'est transformé en luxe. Quel métier, pardon? Bon, le métier, c'est planeur stratégique, mais il y a une dimension gourou dans le planeur stratégique. Il faut oser avoir un point de vue et de défendre ce point de vue, de pas être fade. Et à l'ère de l'IA, c'est extraordinaire, parce qu'avoir un point de vue, c'est de l'or. Donc, de Publicis, j'ai créé une école, et après, j'ai... Paris School of Luxury. Exactement. Et après, j'ai eu la chance de récupérer un journal du luxe qui était un blog à l'époque pour en faire une machine de guerre qui marche super bien, qui a l'EFAP et ton MBA comme partenaire depuis 3 ans maintenant. Et c'est bonheur. Et j'ai ma boîte de conseil qui marche très très bien et qui vit très très bien la révolution IA. Et c'est tout un paradoxe. Et tu as sévi de nombreux ouvrages. Oui, 6 et un 7e arrive qui s'appelle Luxe et Renaissance qui sortira au mois de mai. Alors là, je suis pas comme Sarkozy, c'est-à-dire que Sarkozy sort de prison, une semaine après, son bouquin sort avec l'audiobook. Nous, il faut 4 mois, donc j'arrive pas à comprendre. Il faudra qu'on m'explique. Et puis aussi, quelque chose qui est très important, LinkedIn est un peu mon terrain de jeu et j'invite vraiment tous les étudiants à me suivre, à s'abonner à Éric Brionne, Dark Planner, parce que du coup, j'ai trouvé en LinkedIn un terreau de transmission, et puisque j'ai créé une chronique qui marche super bien, qui s'appelle Il est 8h mon senior. Alors là, c'est pas un blind test d'où ça vient. Les fans de Louis de Funès comprendront ici où je décrypte avec une forme d'acidité, bienveillance, en fait, un point de vue qui bouscule et qui marche très très fort. Et s'il fallait compléter ton portrait, j'insisterais sur le sens de la famille et Goldorak.
Oui, oui, le sens de la famille, c'est hyper important, mais comme le luxe est une histoire de famille, hein, donc c'est très cohérent tout ça. Alors, justement, le luxe. Eric, c'est pas la fête. Les chiffres sont, on en est où? Le marché asiatique, qu'est-ce qui se Alors, passe pour bien comprendre? c'est perturbant parce que là, je viens juste de sortir d'un live intelligence sur les prévisions 2026. On avait fini 2025 en disant, ouais, 2026, ça repart, les plus 5% de croissance. Et là, le début d'année est compliqué. Il y a quelques jours, il y a eu voilà, les résultats d'LVMH qui ont intégré un plus 1%, mais dans toute sa globalité. Et Monsieur Arnaud a dit que 2026 serait difficile. Alors qu'en 2025, il dit que ça allait passer. Résultat, presque moins 8% en bourse sur une journée. Donc, c'est quelques milliards qui sont évaporés. Le luxe est en crise depuis 3 ans, d'où une crise structurelle, on peut expliquer par des prix trop hauts, une qualité trop basse. Moi, j'ai envie de dire tout simplement, le contrat de confiance du luxe, c'est la rareté et l'artisanat. Et quand vous avez 400 millions de clients, le principe d'artisanat, il explose. Et que aujourd'hui, il y a un constat qu'il y a une crise grave sur l'objet matériel, mais par contre une renaissance forte sur l'expérientiel, sur la dimension de wellness, de longévité. Alors, t'as dit un mot clé, renaissance. Si on se souvient bien du discours de Gilles Babinet ce matin, c'est incroyable, il n'était pas au courant. Il a évoqué la Renaissance comme une des périodes clés où la technologie a réveillé les gens, alors parfois sur la domination, mais aussi sur l'épanouissement. Dans cette crise du luxe, spoiler alerte, comme Gilles Babinet, le prochain ouvrage, et là vous avez l'exclusivité du prochain ouvrage collectif d'Éric. Très important le collectif. Non, mais quelles sont les voies possibles de cette renaissance du luxe? Si était possible. Alors, déjà, la Renaissance, c'est pas le royaume des bisounours. On oublie à quel point cette période était violente, sanglante, de conflits. Donc, le côté... il suffit de voir... Juste, je relisais une biographie de Michel-Ange. Michel-Ange, voilà, à 15 ans, il voulait être artiste. Quand il a expliqué le projet à ses parents, il s'est pris une tarte en disant non, tu seras artisan. Donc en fait, on est dans une période très très dure, avec des conflits très forts, avec des combats de société. Et en effet, Luxe Renaissance est venu naturellement. Pourquoi? Parce que, alors, le principe de la Renaissance, c'est l'humanisme. Or, l'humanisme, c'est quoi l'humanisme en marketing? C'est mettre l'humain, le client au centre, tout simplement. Or, aujourd'hui, le luxe n'a pas mis l'humain et le client au centre. On voit que les expériences clients ne vont pas ici. Plus on est riche, plus on est mécontent de l'expérience ici. Donc, l'idée de l'ouvrage, c'est comment on remet le client au centre. Et c'est l'écouter, être en résonance avec lui. Et ce qui est formidable, tu disais le mot famille, en effet. Oui, c'est un livre qui est unique parce que c'est la première fois que c'est un livre où toutes les familles du luxe ont participé. LVMH, Kering, Richemont, L'Oréal, les plus grandes sociétés de conseil, Accenture, Capgemini, McKinsey. Tu en fais partie à travers un chapitre qui est absolument fondamental pour tous les étudiants. On en reparlera le 10 février pour un spécial emploi dans le luxe. Donc, oui, une force parce qu'aujourd'hui, la crise s'installe, il faut se réveiller, il faut renaître et il y a différentes pistes de renaissance. On en a 6 ici et un livre indispensable, construit avec du cœur, mais ce côté familial est extrêmement fort parce que il faut se réveiller. 3 ans de crise, ça n'est jamais vu dans le luxe parce que c'est pour la première fois une crise qui est structurelle mais qui ne vient pas de l'extérieur. C'est ça, pas covidienne. Non. Non, au contraire, en fait, Covid a fait plus de mal. Covid a fait que les prix ont augmenté x2, pratiquement. Et en fait, le luxe a cru que c'était une normalité. Or, ce n'était pas une normalité parce que Covid, pendant 6 mois, on ne vivait plus. Et parce que, par exemple, sur les États-Unis étaient picousés aux primes qui avaient été données par l'État américain. Et ces primes ont servi à acheter des sacs Vuitton et autres. Alors, justement, je suis étudiante en DMB à l'EFAP et je me projetais dans le luxe, dans tous ces managers, ces CEO
ces patrons du recrutement que tu croises, et je vous invite encore une fois, il y a tous les replays disponibles Exactement. de toutes Et de suivre le 10 ces... février, parce que là, on sera vraiment entre Exactement. voilà. Comment tu peux synthétiser la place de l'IA aujourd'hui dans le luxe? Est-ce qu'il y a une IA pour le luxe et est-ce que c'est un enjeu aussi d'employabilité? Alors, c'est un sujet majeur comme sur toutes les industries, mais simplement, le luxe essaie de se singulariser, essaie d'avoir un pas de côté. Et moi, j'ai la chance d'avoir une des renaissances est dédiée à l'IA, j'appelle Supra-IA. C'est quoi Supra-IA? C'est-à-dire que le luxe a l'ambition d'être plus fort que l'IA, de pas se faire coloniser par l'IA, ici, insoumis à l'IA. C'est pas être contre, c'est être libre. Ça, c'est le discours. Et c'est un discours, par exemple, porté par Franck Lemoyle, le CIO d'LVMH, qui le porte dans un chapitre extrêmement fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le luxe a parfaitement conscience à la fois des atouts, mais des limites. La limite, elle est créative, clairement. On sait très bien qu'aujourd'hui, on est envahi par une standardisation de la créativité, la fameuse IA slope. On s'habitue ici. Et aujourd'hui, mais ça sera prouvé, moi, je suis d'un naturel pessimiste, mais je vois l'impact de l'IA sur les fonctions juniors, principalement, et sur mes premiers clients, sur, en fait, des sociétés qui semblaient être insensibles, même au contraire. On prend l'exemple de Capgemini, qui vient d'annoncer 2000 licenciements sur la France, ici. Et ça vient de l'IA, en fait. Et donc, le luxe dit aujourd'hui, je suis insoumis à l'IA. Donc, ça veut dire quoi concrètement? C'est qu'il y a un pacte d'employabilité en disant, peut-être les autres secteurs, eux, vont taper à cause de l'IA. Nous, le luxe, on ne remplace pas l'humain. Au contraire, on l'augmente par l'IA. Alors, ça, c'est la promesse. Est-ce qu'elle sera tenue? Donc, aujourd'hui, clairement, pour répondre à ta question, l'IA est au centre. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, comme je te disais, mettre l'humain au centre, c'est développer une empathie avec lui. C'est développer une résonance avec lui. Or, développer une résonance avec 320 millions de clients, où on veut là, ça faut être forcément un alliage entre un humain et une IA. Pas une IA tout seul, pas un humain tout seul. Donc, le défi de l'humanisme qui vient de l'inspiration de la Renaissance, elle ne peut se faire que par l'IA. Mais en étant conscient des limites de l'IA. Donc, une IA extrêmement présente sur la relation client, une IA extrêmement présente sur la formation des collaborateurs, sur la détection des copies, mais qui ne touche pas la créativité aujourd'hui. Ok. Alors, comme on a plein d'étudiants intéressés par le luxe, on a des questions et on va en profiter pour les recevoir. Lina, est-ce que tu es avec nous? Bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour Lina, tu es de la promotion part-time rentrée décalée, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Quel est ton sujet de thèse également? Alors, mon sujet de thèse porte sur la manière dont les marques de cosmétiques peuvent utiliser la personnalisation et l'IA pour fidéliser les clients. Très bien. Écoute, et tu as besoin d'aide encore? Pas spécialement parce que là, on est en train de préparer le PPT Ouais, pour ok. passer à l'oral. Alors, tu as une question pour Eric. Oui, tout à fait. Je voulais savoir, selon vous, le luxe doit-il davantage répondre aux attentes sociétales ou rester dans un territoire de rêve, notamment face aux enjeux environnementaux liés à l'IA, parce qu'on sait notamment qu'elle consomme énormément. Alors, Merci. Merci beaucoup pour la question. Le luxe dans sa tour d'ivoire, c'est un poison doux. Ici, et il l'est de moins en moins. Le luxe est de toute façon connecté à la société. Quand vous avez un créateur comme Pharrell Williams, c'est un message clair. Même on est allé même trop loin. Le luxe culturel a développé une banalisation du luxe. Aujourd'hui, il y a une saturation. Il y a trop de luxe sur les réseaux sociaux. Et à un moment donné, quand on a plein, on perd du désir et c'est normal. Donc ça, c'est le premier point. Le luxe est connecté à la société, mais c'est plus que la société, il doit être connecté à l'humain, à ses envies. Et c'est pour ça votre thèse, elle est sur l'univers de la cosmétique. Aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant, c'est que la renaissance la plus forte du luxe, c'est sur le luxe transformatif. Luxe transformatif, ça veut dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, on est déçu de l'objet luxe par sa qualité, son prix et autres. Il faut un super bénéfice. Et qu'est-ce qu'un super bénéfice? Que la transformation.
Alors, c'est le mot transformatif, il est plus subtil en anglais. C'est-à-dire que vraiment quelque chose qui doit impacter ma vie, pas un truc qui fait joli ici. Et ce qui est créé l'impact numéro 1, c'est lié à l'émotion. Et c'est principalement aujourd'hui à la fois tout ce qui est bien-être, wellness et longévité. Et ça, par contre, ce qui est extraordinaire, c'est quand tu rentres dans ce circuit de la transformation, c'est pas un one-shot. C'est extrêmement fidélisant. Mais pour développer ce parcours de transformation, c'est comme aller chez le psy. Il faut psychanalyser son client pour savoir quel est ton rêve transformatif. Et pour ça, il faut un alliage d'un humain qui écoute et d'une IA qui enregistre, mais la fin est là. Donc oui, à 100%. Et ça ne peut passer que par de l'hyper-personnalisation. Moi, ce qui me marque le plus fort, j'ai envie de dire, sur le luxe Renaissance, c'est que c'est la mort du luxe futile pour un luxe utile. Alors, luxe utile, c'est bizarre. Oui, non, parce que on prend les racines du luxe qui est Hermès. Hermès a commencé dans quoi? Dans les selliers. La selle de cheval. Et je peux vous dire qu'une selle de cheval qui écoute pas son cavalier ne sert à rien. Donc finalement, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la renaissance du luxe passera par un luxe utile. Et être utile, ça veut dire connecté à fond sur la société, mais plus que la société qui veut plus rien dire, mais l'individu. Super, merci beaucoup. Tout à l'heure, on a fait le rapport sur le CES et L'Oréal était dans le pavillon longévité. Donc, ça y est, on a... Et puis, Eric, tu répondras en 1 minute ou 2. Alexis, de Lille, je crois. Bonsoir, casquette à l'envers. Tu vas bien? On n'entend pas. Ton micro. La classique. Est-ce que tu m'entends? Allô, allô? Alexis? Ah bon, bah écoute, ouais, ça y est. Alexis? Oui, c'est bon. Magnifique, tu es bien à Lille? Oui, c'est ça. Ok, tu es dans quelle entreprise? Alors, je suis chez Epsilon France, la branche data marketing et publicité. Bien sûr. Très bien. Alors, tu avais une question à Eric. Oui, ma question, c'était de savoir comment les marques de luxe, notamment françaises, faisaient pour conserver leur identité de marque lorsqu'elles produisent notamment à l'étranger. Donc, entre le processus créatif et la production, comment est-ce qu'elles font pour garder cette identité de marque? Ah, ça, c'est une drôle de question. C'est Merci, une question fondamentale ici. Ils sont pris à défaut, en fait. C'est même pas un problème d'identité, c'est un problème de qualité. En fait, la période 2025 a été terrible. 2025, juste multiplication des scandales chez les sous-traitants, où on a découvert des sous-traitants italiens. En fait, c'est le Made in Italy qui pose problème, qui sont des sociétés chinoises qui produisent pire qu'en Chine, mais sur le territoire italien. Et du coup, avec des choses incroyables, où un sac émerge, coût de fabrication 50 €, coût de vente 5 000 €. Et ça, des grandes marques ont été attaquées. Et aujourd'hui, c'est un vrai sujet. J'ai pas répondu par rapport à la sustainability. En fait, ce qui est très intéressant, et ça c'est une autre renaissance, c'est qu'aujourd'hui, la sustainability, hier, la sustainability, c'est je donne une leçon sur le monde. Je vous apprends à sauver la planète. Aujourd'hui, la sustainability doit servir la valeur produit. Parce que si tu maîtrises pas ta chaîne de valeur, c'est que tu es dégueulasse d'un point de vue écologique. Là, par contre, une écologie maîtrisée fait que tu connais tous les membres de ta chaîne de valeur. Et aujourd'hui, le challenge, il est même pas au niveau de l'identité, il est au niveau de la qualité. Et quand tu as tu sais, ça me rappelle, François Hollande, là on va perdre de l'audience, à un moment donné, tu sais, il avait donné des grosses interviews, il y avait eu un bouquin, un président ne doit pas dire ça. Oui. Le président, de Brunello Cucinelli, qui est une des sociétés qui marche très fort, a dit aujourd'hui, quand on voit les marges qu'on demande le luxe, il n'y a pas de secret, il faut augmenter les prix, baisser la qualité. Et aujourd'hui, pour baisser la qualité, il faut passer par un Made in China à 50 € la pièce. Et lui, il refuse ça. Mais quand un président dit ça, l'impact, il est redoutable. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est aujourd'hui, le contexte est difficile. LinkedIn, Subtrack a ouvert la parole et les marques sont attaquées en permanence. Regardez une marque comme Miu Miu, qui cartonne, qui est le success story, elle est attaquée sur sa qualité. Donc aujourd'hui, c'est plus qu'une question d'identité, c'est une question de qualité. Et la qualité, aujourd'hui, ça a été l'arme fatale contre le luxe en 2025.
Merci beaucoup Eric, merci Alexis, et tu as gagné un bouquin à choisir en fin de journée. Merci à toi, salutations au ch'ti Merci. et à toute la promo dans le Nord. Vous pouvez, Eric, tu as la mosaïque, remercier Eric, le saluer, applaudir, envoyer un pouce, un cœur, entre guillemets, et suivez-le bien sur LinkedIn. On avait en introduction un jingle avec le résultat blind test, et qui a gagné? Alors, je n'ai pas le nom. Léa. C'est ça. C'est ça, tu avais reconnu, et on va afficher l'image et revenir à toi après, tu avais reconnu, oh pardon, c'est pas là, hop, c'est là, ouais, à toi de jouer, Léa. Bridgerton. Bridgerton, t'as mis longtemps à la reconnaître? Non, j'ai regardé le premier épisode de la saison 4 entre midi et 2. Tant que c'est pas pendant le programme, tout va bien. Non. Merci beaucoup. Tu es dans quelle promotion? Quel est le sujet de ta thèse et comment on peut t'aider? Alors, donc je suis en part-time IA et data et en alternance chez Crédit Agricole CIB en tant que Digital Project Manager. Et le sujet de ma thèse, c'est comment on peut mieux déployer le machine learning dans le trading algorithmique dans les banques d'investissement. Wow. Eh bien, écoute, tu as besoin d'aide? Tu as besoin de rebondir sur du réseau? Du coup, si y en a qui ont des proches qui travaillent dans tout ce qui est trading, quant, les risques, la conformité, etc., ce serait top. Voilà. Parfait. Tu as un gros chapitre risque et conformité dans l'étude de ce matin, les enthousiastes auxquels vous aurez accès. Et puis, n'oublie pas de propulser ton profil LinkedIn dans le chat pour qu'on puisse t'aider. Un grand merci à toi. Cher Eric, merci beaucoup. J'ai pas le conseil. Ah, Voilà, je déborde. Non, mais en 30 secondes, ça En va 30 pas être, secondes. ça va pas être, Excuse-moi. ça va pas être une lecture, mais du coup, ça va être une série, The Beauty, sur Disney+, qui commence, où justement, des chirurgiens te permettent d'être beau à travers une façon très très particulière. T'es beau, mais ça se finit mal. Et cette transformation de la beauté en forme de chrysalide et de papillon est extrêmement, tu sais, c'est la mode un petit peu hard de la beauté. Mais là, t'as une expérience de c'est quoi la transformation en 2026. The Beauty, une série très intéressante. Merci Eric.